Génial, Taxi FM Le Bé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères. Nous allons aborder les grands sujets qui font la une de l'actualité. Vous vous en doutez, nous parlerons de nos deux confrères. Ça me fait mal au cœur de parler encore des journalistes qui sont dans les mailles de la justice depuis hier. Loïc Lawson et Anani Sossou qui sont gardés dans une affaire qui les opposerait donc au ministre Adedi Kodjou. On va en parler abondamment puisque d'ailleurs on parle d'un supposé vol avéré d'argent dans la maison du ministre qui a porté plainte aujourd'hui. On parle de diffamation, atteinte à l'honneur du ministre. Et on évoque également donc beaucoup d'autres sujets. On va en parler avec mes confrères qui sont en studio ici. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM. Bonjour Jacques Dakouti. Bonjour Eric. Tout va bien? Ça va, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints ici. Merci Eric. Bonjour à Ambroise Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour Jacques, bonjour les auditrices et les auditeurs de radio Taxi FM. Merci pour votre fidélité sur la radio Taxi FM à Lomé. Alors, on va continuer par évoquer les sujets qui font la une de l'actualité. La principale aujourd'hui, c'est le cas de nos confrères journalistes qui, il y a une semaine, avaient sorti une information concernant un ministre de la République. Visiblement, le ministre n'est pas d'accord et aurait porté plainte. Loïc Lawson du Flambeau des démocrates et Anani Sossou, journaliste freelance, qui ont été convoqués à se rendre donc à la BRI, qui est la brigade de recherche et d'investigation, hier à 10h. Et depuis hier, nos confrères sont là-bas. Ils ont donc gardé à vue pour les besoins de l'enquête. On leur reproche pas mal de choses. On parle de diffamation, on parle d'atteinte à l'honneur donc du ministre. Je ne sais pas d'abord d'entrer de ce que vous en pensez, de façon globale. On va revenir sur les spécificités. Jacques Dakouti. Merci Eric pour vraiment ce sujet et pour l'intérêt également. Tout au début de l'émission, vous avez dit que vous avez la peine d'évoquer encore ce genre de sujet. Parce que nous avons encore en mémoire, et c'est frais, le cas de nos trois confrères à l'époque, ils étaient trois. Joël Ega, aujourd'hui il n'est plus. Ferdinand Haïti et Isidore Gouago. Les deux sont en exil aujourd'hui. Vous rappelez que c'est la même période. Exactement. C'était en décembre. Novembre et décembre de l'année 2021. Okay. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et c'est le même scénario encore, novembre et décembre. Et donc, je crois qu'il faudrait quand même s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Quel est vraiment le problème? Je voudrais déjà présenter toute ma compassion à nos deux confrères qui sont actuellement au BRI. Il faut reconnaître que ce n'est pas du tout facile. On l'a souvent dit, même à ton pire ennemi, il ne faut pas toujours lui souhaiter du mal. Pas du tout. Il est vrai que le ministre Adedje s'est senti diffamé, s'est senti offensé, s'est senti blessé sur cette question de vol à son domicile. Et cela a conduit le ministre à ce que nos confrères soient aujourd'hui arrêtés. Je voudrais, Eric, moi, vous savez, je n'aime pas trop souvent épiloguer sur certains faits, mais demander une fois encore au ministre. Vous savez, Loïc, c'est un compatriote. Oui, bien sûr. Sassou, c'est un compatriote également. Sossou, autant pour moi, c'est un compatriote. Et le ministre Adedje également, c'est un compatriote. Je voudrais, c'est vrai que ça fait mal, mais au-delà de ça, Eric, nous sommes entre frères, nous sommes des Togolais. Il faut que nous puissions surmonter, dépasser effectivement nos clivages. Ce qui peut nous conduire à freiner par exemple la liberté de quelqu'un, il faut tout faire effectivement pour éviter ça. Il faut l'éviter. Oui, bien sûr. Parce que Sossou, c'est un père de famille. Loïc, c'est un père de famille. Le ministre Adedje, c'est un père également de famille. Vous voyez, au-delà de ça, Eric, je voudrais dire ceci. Vous savez, quand Loïc et Sossou sont dans ces conditions, il y a certains qui sont contents. Ah non, attendez. Voilà, certains seront contents de voir
Loïc et Soussou traversaient ce moment. Certains seront également contents de voir également le ministre Adégué subir également cette pression, subir également ce qu'il subit aujourd'hui. Mais au-delà de ça, vous savez, il ne faut jamais se réjouir du malheur de ton frère. Il ne faut jamais se réjouir. Parce qu'on ne sait jamais. Vous comprenez? Il ne faut jamais se réjouir de ça. Eric, vous pouvez voir aujourd'hui, à l'instant où nous sommes ici, personne ne sait ce qui peut se passer derrière le rideau. Ah non. Personne ne sait, sauf Dieu. Donc sincèrement, je voudrais, la main sur le cœur, demander à toute personne de bonne volonté qui peut œuvrer pour que le ministre Adégué soit apaisé et que Soussou et notre Loïc Lanson puissent effectivement retrouver la liberté. Parce que la liberté n'a pas de prix. Ça n'a pas du tout de prix. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a eu vol au domicile du ministre. Ça, c'est un fait. Voilà, personne ne peut nier ça. Et l'autre fait, c'est qu'il y en a qu'on a arrêté. Oui. Vous comprenez? Il y en a qu'on a arrêté. Du moment où on reproche à nos confrères du fait d'exagérer sur les montants volés. Et du moment où, vous vous rappelez, au cours de la journée d'hier, vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, les deux confrères ont finalement dit, bon, ok, nous présentons nos mea culpa parce que la somme que nous pensions que a été dérobée au domicile du ministre, ce n'était pas la somme. Eric, dans la vie, c'est ça, hein? C'est comme un enfant. Vous ne pouvez pas être un enfant. Au monde d'aujourd'hui, l'enfant va marcher. L'enfant va commencer par tâtonner, après se lever. Les gens diront non, que c'est l'éthique et de la déontologie de notre presse. Il faut toujours vérifier les faits avant de toujours écrire. C'est vrai, ça aussi c'est vrai. Mais on peut commettre des erreurs. Ce n'est pas parce que ton enfant commet une erreur, tu vas prendre le couteau sur l'enfant. Non, il faut toujours parler à l'enfant. Donc sincèrement, Eric, je suis très mal à l'aise quand on évoque... Alors, la question aussi, c'est que pourquoi c'est le même ministre qui a maille à partir avec la presse, les journalistes, et qui les arrête? Parce que il faut peut-être dire que Ferdinand Haïté et Joël Legard ont été gardés à la BRI et puis à la prison civile pendant au moins 20 jours, sinon 21, avant d'être libéré le 31 décembre 2021. Bon, quelques mois plus tard, Joël Legard, malheureusement, lui, il a rendu l'âme. Voilà. Pourquoi c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, nos deux confrères sont accusés de diffamation, d'atteinte à l'honneur du ministre, et on parle aussi d'incitation à la révolte. Alors, Ambroise, je viens à vous de façon générale aussi. Qu'est-ce que ce sujet on en a parlé, rappelez-vous, le mardi dernier ici. Qu'est-ce que ça vous inspire en réalité? Moi, ça me renvoie à la méchanceté de l'homme. L'homme est méchant. C'est-à-dire que ça y est, j'ai tellement de choses à dire. On n'allait pas à pas. Je suis en colère, quoi. Ça y est, je l'ai dit plusieurs fois que je suis en colère. Et de surcroît, un pasteur. Des gens qui se disent qu'ils sont pasteurs. Quand cette affaire a commencé, nous, on a eu vendu cette affaire, ça fait 1 mois et demi. Puisque je suis du milieu. Exact. Que ce soit Pangalam, Paratao, tout ça là, Convier, Michintové, tout ça, c'est... Et dans ces... Tout le monde est au courant qu'il y a eu vol d'argent. De grosses sommes ont été emportées. Les gens ont été emmenés à la gendarmerie, puis relâchés. Ça y est, un individu a été pris, celui qui se trouve être le gardien de la maison a été amené à la gendarmerie. Nous avons été contactés en tant que journalistes. Puisque nous, on est de millions, on nous a appelés. Mais on s'est gardé de faire le recoupement. Et si possible même, d'être très loin de ce dossier. Se connaissant très bien le monsieur. Puisqu'on on se connaît. Oui. Moi, ces gens de personnes, j'aime les affronter. Ils n'ont qu'à laisser ces histoires de militaires, d'armes et de prison, quoi. Je veux l'affronter face à face. Je veux le ministre en question face à moi. Parce qu'il me connaît, on se connaît. Tu sais, dans la vie, il y a une seule mort. Tout ce qui s'égosille là. Un jour, il partirait dire ici que Fon Yassingé lui-même, il ne fera pas plus de 100 ans au Togo ici. Il va rentrer sous terre, ou bien. Moi-même, je ne ferai pas plus de 100 ans. Y compris ce ministre. Donc, le caméléon sait que la terre est dure.
mais il va doucement. Tu sais, je suis très en colère. On parle se d'un calmer. ministre. Oui, on se calme. Oui. Allez-y. On parle d'un ministre qui a déjà envoyé des gens en prison. Oui, bien sûr. Il y a 2 ans. Ça n'atteint même pas 2 ans, pratiquement 2 ans. Oui. Décembre. Oui. Et un en est sorti et un en est laissé sa vie. Après être sorti pour élargir de la prison. C'est ce même ministre. J'ai suivi un commentaire de loin. Des gens, au moins 6 personnes qui discutaient de ça. Devant un service public. Ça parlait partout, hein. Ça parle toujours partout, cette histoire-là. Mais les gens disent, comment on peut avoir un cœur, un pierre à la place d'un cœur? Et un autre dit, mais on dit qu'il est pasteur, non? Il dit oui. Comment on peut être pasteur prêcher? J'ai vu aussi une prédication passer là. Oui, bien sûr. Prêcher le pardon. Mais tu prêches le pardon et tu envoies les gens. Pourquoi? Jusqu'à quel degré peut-on pardonner? Ça dit que, ces séances-là, je parle de méchanceté. Ça dit que moi, Eric, tu penses que quelqu'un te fait quelque chose et que la chose se dit, elle est avérée, quoi. On t'a volé, non? Oublions le montant, là. Nous parlons de l'acte, les faits. Tu as été volé. Tout le monde sait ça. À Tchévier, partout. À Michitové, à Corvier, à Vol, tout le monde. À Lomé, ici, tout le monde le sait. Mais tu nous parles de montant. Mon cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle montant? On parle de carton de macaroni, on en a parlé, non? Mais tu te caches derrière quoi? Mais dans la vie, il faut faire doucement, hein. Katanga est allé en prison, hein. Katanga n'a jamais imaginé. Quel est le rapport entre... Le rapport, c'est que quand on pense être un petit dieu ou un dieu, ou un dieu surpuissant là, mais le jour va tomber, tout le monde va te marcher dessus, y compris les mouches. Il faut faire extrêmement attention. Moi, je n'ai rien contre ce monsieur. Mais je le connais. Je vous donne une histoire. Comme j'étais dans le village de Parakao de Pangalambla. Oui. Tu sais, mon village... Aladi Kotobo, là. Ce fameux Aladi Kotobo, là. Mon village... tu me permets, dans cette histoire de commune, on doit attribuer ce qui... C'est depuis là que j'ai commencé par connaître le monsieur. Je l'ai mis dans un coin quelque part. Un canton vieux de combien? Un canton depuis 1936. Un village qui est canton depuis 1936. Et que toi, ton village est canton depuis 1992. D'abord, il n'y a pas match. On érige les communes semi-rurales ou semi-urbaines à travers 4 critères. Le critère historique, le critère économique, le critère démographique et géographique. Les 4. Sur le critère historique, mon canton a déjà connu l'arrivée des missionnaires de Brême en 1893. Ça, c'est le premier critère. Ce que l'autre, eux, ils n'en ont pas eu. Sur le plan économique, la grande rizière de chez moi là-bas, c'est à Michitové là-bas. La grande rizière, même les moulins qui convoient le riz, les colliers, c'est chez moi. Dans Fissek et à Michitové. Ça, c'est les raisons économiques. Raison démographique. Quand ça a commencé, les gens ont érigé leur petit village, leur petit quartier en village. Pour qu'on dise que ils sont plus nombreux que ceux de chez moi. Et quand tu vérifies, on a tout fait pour attribuer le chef-lieu. Parce qu'ils seraient plus nombreux que nous. C'est des arguments qu'on a avancés, quoi. On a même entendu des choses. D'accord. Et tu te rends compte que quand la Banque mondiale a demandé maintenant de faire un recensement général, tout récemment, 2021, oui. Ça se révèle que mon canton est à près de 60 000 habitants. Dont le 3e canton le plus grand sur les 26 dans le canton dans la ville la préfecture de Sion. Et eux, ils sont à 18 000. Est-ce qu'il y a match? Plus de 3 fois plus nombreux. Géographiquement, c'est-à-dire sur le plan espace, c'est encore le plus grand canton de la zone où se trouve le match. Et qu'on attribue un chef-lieu de commune à un petit village. Je n'ai rien contre les habitants parce que nous sommes des frères. Mais la manière dont certains qui se prennent tout puissants là, se comportent là, il y a une haine palpable. Il y a une guerre qui est là. Et c'est lui qui a instauré ça. Oui. Pour te dire que dans la vie, il faut savoir par où et comment monter l'arbre. Parce que tu ne sais pas comment tu vas descendre. Alors, dans cette affaire de vol de 400 millions, on dit là. Mais j'ai lu des choses, certains même ont dit que c'est plus que ça. Maintenant, quand on me dit que ceux-là qui ont publié ça, ils ont exagéré sur le chiffre. Non, c'est eux-mêmes qui sont revenus. Hein.
Pour dire Ça, qu'ils ont eux, ils exagéré. font des dires. C'est là où je les accuse, eux. C'est les confrères. Mais moi, je les accuse. Tu sais, dans la vie, on demande pardon que lorsqu'on est en faute. La Bible nous a enseigné ça. Oui, bien sûr. Dans un couple, il arrive à une femme qui n'a même pas tort de demander pardon à sa génua très tôt le matin à son mari. Ce n'est pas le cas ici. Ici, on parle, le dénominateur commun de tout ça, c'est l'argent. Et c'est la même chose qui s'est produite. On a envoyé Ferdinand et Joël en prison avant que Joël ne meure. Parce qu'on parlait de ces histoires de connaissance à Dieu où les gens ont détourné de l'argent. Ça parle d'argent. Ici encore, on est à faire argent. Et dans ça, on me dit que les gens, mais dans la vie, D'accord. dans la vie, quand tu es chez nous, on dit, maintiens ta position. Si tu sais que ce que c'est la vérité, mais pourquoi changer de la vérité? Ils ont changé de C'est ça. version. Il y a aussi des faits qui n'ont pas de preuves palpables. On ne peut pas avoir de preuves matérielles sur tous les faits. Ça aussi, ça existe. On peut avoir des On témoignages. appelle ça des indices. Des indices et des témoignages qui concordent à la preuve, qui n'est pas forcément matériel, mais qui concordent à la véracité des faits. Je ne sais pas si mes confrères, je ne sais pas ce qui les a amenés, mais je dis, c'est ce que leur cœur a dit. Mais ils ont fait l'erreur de se dédire. Ouais. Ils ont fait l'erreur. Je les comprends. Pour se libérer, mettre à Bouiboy aller en prison. Malheureusement, ça ne les a pas sauvés pour l'instant. La preuve, justement, je vais finir là. Et c'est quand les gens demandent pardon, qu'on profite pour les enfoncer. C'est arrivé à Ferdinand. Mais quand tu maintiens ta position, que c'est ça, la personne n'a qu'à faire. Oui, parce qu'après Ferdinand et Joël Je suis et Isidore ont été donc condamnés à 3 ans de prison. Oui. Heureusement qu'ils ont pris la peau avant. Attends une seconde. Tu imagines que quand la commune a été arrachée, on dit à nos cadres, à nos grands frères qu'on va vous laisser le maire. Et le maire aussi a été arraché. On a encore ramené ça là-bas. Tu penses que les gens seront contents dans ce canton? Alors, le problème n'est pas là-bas. On va parler de nos confrères. C'est juste un autre volet. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Nos confrères, depuis hier, ils sont à la BRI. On nous a renseigné qu'ils sont gardés pour continuer l'enquête. Visiblement, on cherche à savoir qui leur a donné l'information dessus. Et c'est classique, hein, quand on vous convoque et machin, tout ça, surtout quand on est journaliste et qu'on sort, on sait. Malheureusement, et ce qu'on est en train de voir, et comme ce qui est arrivé à nos 3 confrères à l'époque, Ferdinand, Isidore et Joël, ils sont gardés. Et puis on peut imaginer l'issue de ce qui va se passer. Est-ce que c'est pas ça qui nous pose problème? Parce que ce qu'on avait opposé aux confrères à l'époque, il y a 2 ans environ, c'est qu'ils ont communiqué sur un réseau social qui n'est pas pris en compte par le code de la presse. Est-ce que le débat ne doit pas s'ouvrir sur ce point quand on est journaliste aujourd'hui? Jacques Dakouti. Bon, Eric, si tu permets, je voudrais d'abord apaiser le cœur de mon confrère Ambroise. Oui, il est très en colère. Oui, il est en colère, c'est vrai. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez un ami qui se retrouve dans ces pétrins, ça fait mal. Eric, toi et moi, nous avons vécu plus que ça. Donc, mais Ambroise, il faut garder tes nerfs. Nous, on sait ce qu'on a vécu. Donc, et c'est ce qui continue encore. Je voudrais vraiment demander à Ambroise de se calmer, parce que c'est dans ce calme-là qu'on va trouver une solution. Parce que si on est remonté, on est fâché, on ne peut pas trouver de solution. Parce qu'il est souvent dit que le plat de la vengeance ne se mange pas à chaud, mais ça se mange à froid. Donc, alors on va aller doucement, on va trouver une solution à ce problème. Vous l'avez si bien dit. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse par rapport à notre métier là. Parce qu'aujourd'hui, Eric... Je suis même fatigué de ce métier. On est en danger. Justement. Parce que danger permanent. C'est là où vous nous amenez. Voilà, ce qui a amené Joël, Ferdinand, Kouanou en prison, c'est le même scénario. C'est-à-dire qu'on nous parle des réseaux sociaux. Oui. Donc moi, je crois que... C'est le code pénal. Voilà. Il faudrait aujourd'hui, nous allons prier pour que quand nos confrères vont sortir, la première action de nos associations, c'est de pouvoir s'attaquer à cette disposition-là. Il faut qu'on le fasse. Sinon, si on se tait, on aura des problèmes. Alors, quand certains penseront qu'eux ne risqueraient jamais rien par rapport à tout ça. Dans la vie, il ne faut jamais dire ça. Eric, jamais dans la vie, attention. C'est-à-dire que nous sommes tous des prisonniers en sursis. Nous tous.
C'est-à-dire que tu peux commettre une petite erreur, tu risques de te retrouver en prison. Non, mais ça, c'est ça. Donc, ne pensez jamais. Il ne faut jamais dire que toi, tu es à l'abri de tout. Parce que quand ça arrive, Eric, la plupart de ceux qui étaient autour de toi, vous allez voir, les gens vont commencer par t'abandonner et tu risques de te retrouver seul. C'est ce qui va arriver. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Donc, il faut faire très attention. Tout le monde dit, Eric, quand tu marches avec un chien, et le chien se détourne de toi, tu sauras. Tu sauras. Mais l'homme, non, tu ne sauras pas. À vous contrôler la mémoire. L'homme ne saura pas. Si c'est l'homme, tu ne sauras jamais que l'homme s'est détourné de toi. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui arrive, je voulais demander aux compatriotes togolais. Ça fait mal, hein, ça il faut le reconnaître, ça fait mal. Mais il ne faudrait pas qu'on transporte notre colère et vouloir encore nuire encore à nos compatriotes qu'on a arrêtés. Faisons tout, mettons bas la terre. Et comme je l'ai dit, il faudrait que quand ils vont sortir, la première action de nos organisations, c'est d'essayer d'effectivement le revoir. Parce que je sais que le thème avait lancé le débat entre temps, vous vous rappelez, quand on était à l'hôtel Concorde. Mais bon, finalement, ça aussi, ça il faut éviter. Est-ce qu'ils auront appelé en tout ça? Mais ça, il faut que Fabrice Kuchezi, en tant que président de l'OTM, puisse effectivement s'engager à ce que nous puissions organiser rapidement des assises sur cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, Eric, vous savez, quand vous prenez la plupart des journalistes aujourd'hui dans le monde, vous n'allez plus voir, on arrête un journaliste comme ça. Mais tout le temps, c'est le Togo toujours. On revient surtout sur le fait que vous avez écrit sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça revient toujours au Togo. Et ça ne fait pas du tout bonne presse pour nous. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple ce que M. Faure-Gnassingbé fait en tant que président de la République à l'international, et il y a une assise qui va s'ouvrir à Fils, je crois que c'est cette semaine. Exactement. Voilà. Et vous voyez, quand les étrangers vont venir, qu'on dise encore que le Togo détient encore des journalistes, parce que les journalistes sont écrits sur des réseaux sociaux, vous voyez que ça fait quand même un peu désordre, ça fait un peu mal. Et l'autre aspect, comme je l'ai dit, il faut reconnaître que celui qui accuse, je voulais parler du ministre Adidje, il faut reconnaître aussi, Eric, c'est-à-dire que il a le droit de dire qu'on l'a diffamé. Oui, c'est un citoyen qui peut se plaindre. Voilà, c'est un citoyen, il peut se plaindre. Et il a le droit également que ça le fasse mal. Il a le droit également de protéger sa famille. Il a le droit de protéger également ses proches. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit en tout, il faut reconnaître que tout ce qui se passe, si on essaie de s'asseoir, on va trouver des solutions. D'accord. Quand Ambroise dit, je voulais me chuter par là. Oui. Quand Ambroise disait tout à l'heure qu'il n'était pas d'accord du fait que les confrères Raval soient revenus à peu près sur leur... Non. Ambroise, c'est ce que les Anglais appellent agreement gentleman. Non, c'est ça. Non, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas un problème en ça. C'est-à-dire, c'est vrai. Moi, en tout cas, reconnaître qu'on s'est trompé et revenir après. Chacun peut interpréter de la façon dont il veut. Eric, moi, il m'arrive souvent de demander pardon à mes enfants en tant que parent. Vous comprenez? Parce que je peux poser un acte devant un enfant. Ça n'entame pas votre autorité. Voilà, ça, en quoi ça entame mon autorité? Il arrive, je peux demander pardon à ma femme. Mais ça entame la crédibilité. Non, quelle crédibilité? Non. Oui. Non. Parce que vous avez eu l'information de quelqu'un. Non, attends, je viens. le couper. Et certainement la personne vous a compris. Vous avez dit tout à l'heure. Avoir recoupé l'information. Voilà. Oui. Et vous avez très bien fait. Ils sont publiés. Censés. Voilà. Parce qu'une information qui est publiée par un journaliste est censée avoir été recoupée, vérifiée. Voilà. C'est ce que je dis. Et donc on ne peut plus revenir là-dessus. Non, absolument pas. Le recoupement a été bien fait. Absolument pas. C'est ce que moi je dis. Je le comprends. Parce qu'à un moment donné, on peut reconnaître ses erreurs. Lâcher prise. C'est ce qu'il dit et je le comprends. Mais ici, c'est un journaliste qui écrit quoi? C'est là où je voudrais. Oui, c'est la nuance. Non, Ambroise a dit quelque chose tout au début de l'émission. Je ne sais pas si tu as capté ce qu'il a dit. Allez-y. Il a dit qu'il peut arriver qu'on donne par exemple une information qu'on n'a pas encore peut-être... La preuve matérielle. Oui. Justement, ça peut arriver. On peut C'est-à-dire voilà un indice. Oui. Voilà, si par exemple on donne un indice
Tu comprends? Et tu, par exemple, tu tweets, ou bien peut-être tu écris sur la page Facebook. Si après tu reconnais que... Mais ça arrive même sur les médias. Vous vous rappelez que RFI avait annoncé le décès de Soglo? Ah oui, si. Oui, mais après RFI est revenu... Voilà. Le président du Cameroun. Justement. Mais RFI après est revenu pour dire, on s'est trompé. Oui. Excuse. Vous comprenez? Oui. Non, mais c'est des choses qui... Alors, qui avant que vous preniez la parole, je voulais quand même lire quelques messages des auditeurs parce que comme aussi peuvent interagir à l'émission, à nous envoyer leurs messages. Ça peut être WhatsApp ou SMS sur le 93 94 96 64. Et il y a un auditeur qui nous dit, s'il vous plaît, je demande humblement au ministre de revenir sur terre et voir ce que Jésus a fait. Si Jésus va réclamer l'atteinte à son honneur, lui, il ne sera jamais ministre, car tous ont péché, y compris moi. Donc, s'il vous plaît, monsieur, pardonnez, montrez votre Jésus aux Togolais, s'il vous plaît. Si votre nom revient toujours sur les médias, il y a un problème. Et posez-vous des questions au lieu d'enfermer les pauvres journalistes, des propres frères. Donc, cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, c'est triste ce qui se passe dans ce pays. Je me rappelle bien le comportement de certains journalistes lors de l'affaire Ferdinand et Joël, les gars, paix à son âme. Les journalistes doivent se serrer les coudes pour avoir une presse beaucoup plus libre. C'est dans ce pays qu'un journaliste a tué un citoyen avec sa voiture, mais qui n'a pas été inquiété. Agissons bien, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. On reproche quoi? Vous croyez qu'un jour ce monsieur sera à la tête du nid? Bon, ça on n'en sait pas grand chose. Un autre auditeur qui nous dit, oh quel Togo pour les journalistes qui disent la vérité aux dirigeants de ce régime. Un autre auditeur nous dit, merci pour la patience de votre débat. Moi je me demande à l'allure où vont les choses. Est-ce que votre fameux code de la presse a encore sa valeur? Je vous donne la parole. Oui, d'abord... Le code de la presse, est-ce que le nez n'est pas là-bas? Oui, c'est pas ça le problème. Ça part d'abord de 2004, où on avait un code dépénalisé. Oui. Temps de Pitan Tchala, père son âme. Pitan Tchala, on peut tout lui reprocher. Mais c'est le père de la liberté de la presse. Depuis lors, jusqu'à ce que ce coup fatal a été porté à la liberté à Palais Palimé. Moi, on avait adressé une invitation à ma personne, mais ils ont retiré l'invitation, ils ne m'ont jamais invité. J'ai tout fait pour aller à Palimé, je ne suis jamais allé à Palimé. Parce qu'ils redoutaient ma présence là-bas, peut-être contester des choses. C'était chaud le jour-là quand même. Oui, parce qu'il j'avais deux invitations. Donc, d'abord pour mon organe, et ensuite, j'étais sur une autre radio. Oui. Voilà. Les deux ne m'ont pas été envoyés. Bon, laissez ça. Et nos confrères, je ne sais pas par quelle alchimie ils ont fait pour commettre cette erreur de laisser passer l'article 490 du Code de la presse, 491, 492, 497, qui criminalise maintenant, c'est-à-dire qui pénalise les délits de presse au Togo. Vous voyez comment, là où on est allé, c'est-à-dire que, et un autre article du Code de la presse, je crois article 119, ou article 3, voilà, 119, qui déjà déclassait du champ d'application des autorités de régulation à la HAC, et qui le pénalise aussi. Oui. Mais nos amis se sont avancés, ils ont donné leur coup à couper, le tête à couper. C'est eux qui ont commis cette erreur-là. Peut-être qu'ils en ont bénéficié des choses par après eux et que les autres en souffrent aujourd'hui. Mais nul n'est à l'abri. Jacques l'a dit, nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse la relecture du Code de la presse. Alors, on va faire un travail. On supprime ces articles-là. On va faire un travail peut-être d'explication, parce qu'il y a un auteur qui pose la question. Alors, il dit, le ministre se plaint parce que les journalistes ont dit qu'on lui a volé, ou bien quoi? Alors, c'est la grande question. Oui. Parce que le ministre se plaint de quoi? Qu'on lui a volé de l'argent ou que le montant est exagéré. Je crois que c'est la dernière. C'est la dernière qui pose problème. C'est là où moi je dis. Bon, ok. D'accord. J'ai crié, on a dit qu'on a appris qu'on t'a volé. Le voleur est oui, donc il y a un fait qui est têtu. Mais c'est un acte quoi. Le journaliste s'en tient au fait. Ses commentaires sont libres quoi. Maintenant quand il s'en tient au fait, on s'en fout du montant. Le montant peut être une estimation. Quand on le fait même dans un budget prévisionnel, une estimation c'est quoi? On fait une estimation pour l'investissement ou le fonctionnement.
Ce n'est pas tout ce qui sera à terre. Donc quand on dit qu'on a volé et qu'on suppose que les choses étaient en carton, personne n'a trouvé tous les cartons pour compter le nombre de billets. Si on suppose que dans un carton il y a 10 millions, ou il y a 100 millions dans un carton, et qu'on retrouve peut-être 100 cartons. Et est-ce que ce n'est pas justement sur ça que les confrères n'ont pas été prudents? Donc je me dis, est-ce que les gens n'ont pas été là-bas? Oui. Le témoignage qu'aurait fait celui qui a été pris et déposé à la gendarmerie, le gars, il a une famille, non? Il a des amis, non? Mais quand on te prend et que tu débats des choses, les gens ont assisté à l'audition, certainement. Mais quand les choses sortent, tout journaliste a souvent l'information à travers des lanceurs d'alerte. Oui, bien sûr. Si tu as un premier lanceur d'alerte et qu'un second ou un troisième dans ton recoupement te dit la même chose, où est le tort du journaliste? Alors, il y a un auteur qui dit trop, c'est trop, on est fatigué de ce genre de situation. Pourquoi le procureur ne se penche pas sur la somme volée? Et je voudrais rappeler que quand on demande à des agences de renseignement comme la BRI qui investigue, qui renseigne, c'est parce que le procureur les a demandé de faire ce travail-là. Habituellement, c'est comme ça. Le procureur doit s'auto-saisir, faire réellement une enquête pour savoir ce qui s'est passé. C'est ce que les gens réclament. Le procureur ne s'est jamais prononcé sur ça. C'est quand on l'a saisi pour plainte qui s'est réveillé. Il ne se saisit jamais des dossiers de vol ou des détournements de fonds qui impliquent des autorités. Très bien. Alors, ce qu'on va dire, alors il y a quelques réactions, je vais dire rapidement, il y en a beaucoup, mais je vais choisir 3. Il y a un auteur qui nous dit, les ministres chrétiens au gouvernement ne nous donnent pas de bon exemple. Ils ne sont pas comme Daniel, qui a été accusé à tort et jeté dans la fosse au lion, mais il ne s'est jamais défendu personnellement, car il savait qu'il n'avait rien à faire, qu'il n'avait rien fait de mal, et que son Dieu le sauvera, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci: pourquoi c'est toujours lui qui envoie les journalistes en prison et en exil? Il croit laver son image en martyrisant ces messieurs? Pas sûr, c'est plutôt le contraire, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci: devant ceux-là, ce n'est pas la peine de demander pardon, parce que c'est des gens qui ont des esprits autres. Je ne vais pas donner le nom. Et l'autre auditeur qui nous dit moi je pense que c'est l'argent qui devait servir à organiser les élections qui a été volé. Chez le donc on peut oublier donc les élections d'une auditeur. Et un autre qui nous dit si aujourd'hui encore un soi-disant pasteur va faire enfermer encore des journalistes concernant des faits qui sont avérés, je ne sais pas de quel pasteur il est et de quel Jésus il a rencontré. Ce qui m'énerve, c'est qu'on a trouvé dans la chambre un ministre, deux ministres, mais le procureur est là, mais ne dit rien. Oui, dit encore, tu vas me permettre, je crois juste un mot, et puis on passe à un autre sujet. Non, je crois que 3 au programme ce matin. Ambroise disait tout à l'heure, vous savez, la question qu'il faut se poser, est-ce que le corps du délit est là? Et l'argent volé. Voilà, si on a volé l'argent, moi je crois que le travail que Loïc Lanson et comment il s'appelle, Anani Sossou, voilà, ça devait plutôt aider le procureur à avancer. Vous comprenez? Il ne fallait pas les arrêter parce que ils ont lancé l'alerte. C'est pas si vous comprenez. Oui, parce que là, ce que plusieurs sites nous ont renseigné hier soir, c'est que nos confrères sont gardés pour les besoins de l'enquête. On devait les laisser partir. Non, on ne devait pas les garder. C'est là l'erreur. Ils ne vont pas fuir. Ils vont aller où? Ils vont aller où? Non. Ils vont faire quoi? Ils n'ont pas tué. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Ils ont payé, quoi? Ils ont lancé l'alerte. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas qu'ils ont volé. Oui. Ils ont lancé l'alerte que c'est comme ça. On a découvert 400 millions au domicile d'un ministre. Vous comprenez? Ce n'est pas que eux, ils sont allés prendre cet argent. Ils ont seulement estimé. Bon, on a dit que c'est trop. La somme que vous avez donnée là, c'est trop. Et bon, si c'est trop, d'accord. C'est au procureur maintenant de mener les enquêtes. Eux, ils seront appelés comme témoins le jour, par exemple, où ce qu'on a arrêté là. Oui. Le jour qu'on va les juger, bon, Eric, venez. On va dire à Sossou de venir. On dira à Luc Lanson de venir aussi. Bon, écoutez, vous avez parlé de 400 millions. Vous avez trouvé ça où?
voilà ce qu'on a arrêté, ils disent que c'est pas ça. Vous comprenez? Et en ce moment, le débat est clos. On n'a pas besoin. Et le débat est clos sur quoi? Eux, ils vont écrire dans leur article là pour dire, bon, que, ok, nous, on s'était trompés. On ne peut jamais enfermer les gens parce qu'ils ont lancé l'alerte. Non, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Et ceux qui ont volé, ceux qui volent même dans cette république, qui sont où? Je crois que, Eric, ce pays, je suis fatigué de ce pays. C'est pourquoi, Eric, c'est notre pays, on n'a pas à se fatiguer. De quoi ces dirigeants, on est fatigué? Non, Ambroise. C'est la vérité. Non, prions. Eric, une fois encore, moi, il faut... Ce métier même, si le jour où vous m'entendez plus sur les médias, c'est que, ça y est que, c'est fait ce journalisme, je n'ai pas peur d'eux, hein. Mais mon problème, c'est que je souffre dans ma psychologie, quoi. De travailler dans un pays où on est comme ça. Ce problème, on n'a pas d'argent pour sortir nos journaux. Et après, est-ce que ça ne pose pas un autre débat en réalité? Que des gens aient autant d'argent chez eux à la maison, que ce soit même moins de 400 millions et qu'on sort de la maison. Est-ce que ce n'est pas un vrai débat? Vous vous rappelez au Gabon la dernière fois lorsque le régime d'Ali Bongo est passé de l'autre côté? Justement. On a découvert pas mal de milliards chez des gens à la maison. On ne dit pas qu'ici aussi ça se passe comme ça ou ailleurs ça se passe comme ça, mais est-ce que ça ne pose pas un problème? Pourquoi est-ce que les citoyens n'aiment plus déposer par exemple leur argent à la banque et qu'ils veulent avoir leur argent avec eux? C'est le problème de la traçabilité. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est la traçabilité. Les gens ne veulent pas qu'on sache combien ils ont. C'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'on vous posera la question, vous allez trouver l'argent là où? Parce que vous savez aujourd'hui, lorsque vous voulez même envoyer 500 000 à quelqu'un, mais on vous demande d'aide. C'est pas possible. Oui, bien sûr. Oui, au fait, c'est ça le même problème. Si vous venez à la banque, quelqu'un m'a renseigné une fois, il est venu à la banque pour laisser 2 millions sur son compte. Bien sûr. On lui dit de mentionner la provenance de l'argent. Donc vous voyez, à la maison. Dans les champs. C'est ça. Et puis les termites et les cafards s'en occupent. Ah oui, j'ai vu quelqu'un qui s'est plaint dans une banque l'autre fois que son argent, et il est venu pour qu'on change le billet. Ah oui, donc c'est ça. Au fait, tout le débat à ce niveau. Les gens ne veulent pas laisser cet argent parce qu'il y a trop de contraintes. Aujourd'hui, quand on vous envoie de l'argent de l'étranger pour aller retirer, mais c'est la croix et la bannière. Même un petit 10 millions, c'est compliqué. C'est pas possible, c'est compliqué. Donc c'est ça le problème. Mais cela ne veut pas pousser également des gens à garder autant d'argent. Parce qu'il y a des projets autour de vous. Vous pouvez réaliser ces projets pour aider les populations. En fait, c'est ça le problème. Et pour finir sur ça, ceux qui sont des grands comptes, c'est-à-dire les grands barons là, eux ils envoient ça dans les paradis fiscaux. Comment est-ce qu'ils font dans les îles Caïmans. Comment est-ce qu'ils font pour sortir l'argent du pays? Oui, ils ont les circuits. Parce que quand on crée la traçabilité, on découvre que j'ai l'argent. Parce que dans certains pays, quand tu as l'argent, tu vas acheter les armes pour faire le coup d'État. Donc le mieux même, c'est que tu n'aies pas l'argent. Et quand tu investis là, c'est que tu as beaucoup d'argent. Cet argent ne peut non plus peut-être servir à investir, mais pour faire autre chose sordide. Tu sais de quoi je parle. Et c'est dire que quand vous avez une énormité d'argent, au lieu de quand on est incapable de les envoyer dans les paradis fiscaux, Caïmans et autres, et on préfère garder ça. Tu te rappelles des anecdotes dans ce pays. Les gens ont enterré l'argent dans les caniveaux ou dans les choses. Et c'est les premiers qui ont découvert ça. On a appris des histoires comme ça. D'autres dans les plafonds, d'autres même arrivent à les sécher. Il y a plein de choses. Donc, et je te dis que les gens arrivent dans des maisons qui ont l'habitude de compter l'argent dans les banques. Ils sentent l'odeur de l'argent. Oui, j'ai entendu ça. Oui. Moi, il y a une amie qui m'a dit ça. On sent. Qui est dans une banque régionale, eux, leur problème, c'est de compter l'argent. Oui. Et ils prennent du lait. Il m'a dit, il y a au moins les laits cartons. Ils comptent de l'argent. Donc, ils sont habitués à l'odeur, même à 50 mètres. Ils savent qu'il y a de l'argent. Donc, c'est des chiens. Les caissiers sont devenus des chiens. Des chiens riffleurs, voilà. Donc, que ceux qui... C'est-à-dire, les gens même sont prêts à déplacer ça dans les champs. On fait des champs, c'est-à-dire que, comment vous appelez ça? Des fermes. Oui, il y a des petits locaux là. Tu seras surpris de retrouver des milliards peut-être quelque part. Très bien. Je voulais m'arrêter ici en disant oui. Il faudrait que nos dirigeants fassent tout pour nous rassurer en tant que compatriotes que nous sommes. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que quelqu'un qui vole par exemple une bûchette d'allumettes, que la personne là se retrouve en prison et que ceux qui sont là en train de commettre des choses qui pouvaient se retrouver là-bas soient en liberté. C'est-à-dire que rassurons nos populations, rassurons nos compatriotes. Parce que quand c'est comme ça aujourd'hui, les gens ont peur.
les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, les gens sont dans le pays comme des prisonniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tousser même, les gens ont peur de tousser. Parce que quand tu tousses, on t'envoie une convocation. Donc, il faut que nous puissions sortir de ces chantiers battus-là et qu'on puisse avoir la liberté entre nous. Je vous dis une fois encore... Est-ce que la presse, le journalisme est un danger au Togo aujourd'hui? Ça fait peur. Ça, il faut le reconnaître. Il faut qu'on soit... Ça fait peur. Je voudrais, une fois encore, Eric, pour m'arrêter sur ce sujet, demander une fois encore la clémence des uns et des autres. Ce qui peut vraiment aider à ce qu'on puisse dénouer effectivement cette situation, que les gens le fassent. Il ne faudrait pas que choses, Loïc Lonson et Sossou se retrouvent encore en prison. Non. Ça ne ferait pas du tout bon. Et en décembre? Non, pas du tout. Oui, pour faire la surenchère. Voilà, on est presque en décembre, comme il y a 2 ans, avec nos confrères Ferdinand et Joël et Isidore, comme on l'a dit. Et là, vous me montrez là un message sur un groupe WhatsApp où la personne dit, Ambroise, on peut le lire. Oui, allez-y. Il dit, quant aux 2 journalistes, je voudrais leur dire que lorsqu'on est sûr de dire la vérité, on ne se dédie pas. Peu importe la pression, la ruse. Si tu reviens sur tes propos, on va t'écraser et le bon Dieu lui-même ne viendra pas te secourir. Lorsqu'on est sûr d'avoir dit la vérité, on n'a plus rien à dire. Ça, c'est aussi une vérité. Messieurs, merci beaucoup. Les auditeurs peuvent toujours continuer par interagir. On reviendra sur ces messages lorsqu'on sera au temps dédié donc aux messages et aux appels en direct. On va aborder un autre sujet très rapidement. C'est sur l'image que le Togo présente à l'extérieur depuis un bon bout de temps. Les conférences, les rencontres internationales, tout se déroule à Lomé. Et Faure Gnassingbé, c'est le Graal la dernière fois quand les nouvelles autorités nigériennes sont venues à Lomé ici pour lui demander humblement d'être leur médiateur, leur, on va dire, avant-gardiste, leur facilitateur entre eux et la communauté internationale. Est-ce un paradoxe? C'est la question qu'on a posée aux confrères ici hier. J'ai eu la réponse. C'est ce que je voulais vous demander aussi, Ambroise. Est-ce que c'est un paradoxe que Faure Gnassingbé soit aujourd'hui choisi par les nouvelles autorités nigériennes comme leur facilitateur, enfin celui qui fera le tampon entre elle et la communauté internationale? Est-ce que c'est un paradoxe? Dans ce sujet, il y a 2 choses. Le premier, c'est le fait pour les premiers de vouloir s'accrocher à quelqu'un pour se tirer d'affaire. C'est le Niger. Oui. Les autorités du Niger ont été sanctionnées par la CEDEAO